On appelle au secours. Et puis, voilà, c'est le but, c'est de retrouver Fiona, c'est tout. Donc, qu'on a vraiment besoin d'aide, quoi. N'importe qui voit Fiona, n'importe qui a Fiona, voilà, qui me la ramène. Sur ces images, on aperçoit une mère dévastée par la disparition de sa fille. On la voit chercher désespérément des indices, tentant de retrouver la piste de son enfant, allant même jusqu'à supplier le ravisseur pour la lui rendre. Pourtant, derrière cette apparence de mère effondrée, la vérité est tout autre. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous raconte l'affaire Fiona, une affaire qui a bouleversé la France en 2013. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ce serait vraiment un énorme soutien pour ma chaîne. Le 12 mai 2013, aux alentours de 18h45, Cécile Bourgeot, 25 ans, enceinte de 6 mois et mère de 2 filles, se rend au commissariat. Elle explique s'être assoupie dans le parc de Montjusé, à Clermont-Ferrand, et à son réveil avoir constaté la disparition de sa fille aînée, Fiona, âgée de 5 ans. Après une heure de recherche infructueuse, elle contacte son compagnon pour lui demander si la fillette n'avait pas fait le retour à sa maison toute seule, mais aucune trace de Fiona. Donc face à cette disparition inquiétante, un dispositif de grande ampleur est déployé. Plus de 300 policiers et gendarmes ainsi que 80 enquêteurs et des hélicoptères sont mobilisés pour retrouver la petite Fiona. Mais malgré leurs efforts, aucune avancée significative n'est faite et aux alentours de 1h, 2h du matin, les recherches sont suspendues. Le procureur de la République de Clermont-Ferrand et le directeur départemental de la sécurité vont tenir alors une conférence de presse pour lancer un appel à témoins. Cet appel suscite un élan de mobilisation, plus de 500 appels sont enregistrés après cette conférence de presse. Cécile, la mère de Fiona, vit avec son compagnon et père de l'enfant qu'elle attend, Berkane Maklouf, avec qui elle est en couple depuis quelques mois. Elle est séparée de Nicolas Chafoulet, le père de Fiona, et la petite Eva, la sœur de Fiona. Et rapidement, elle signale aux policiers que son ex-compagnon Nicolas pourrait être une piste intéressante dans la disparition de la petite Fiona. Les policiers vont donc se rendre au domicile de Nicolas afin de voir si Fiona n'y est pas. Et c'est avec l'intervention de la police que Nicolas va apprendre la disparition de sa fille, puisque jusqu'à présent il n'avait aucune connaissance de la disparition de sa fille. Mais malgré cela, les enquêteurs vérifient son alibi pour s'assurer de la véracité des faits, et il s'avère qu'il ne se trouvait pas au parc ce jour-là, ce qui permet de l'écarter des soupçons de la disparition. Après quelques jours d'enquête, les policiers commencent à douter de la version de Cécile et réalisent qu'il est impossible que Fiona ait réellement disparu au parc et qu'elle ait été finalement au parc ce jour-là. Donc 3 jours après la disparition, Cécile et son compagnon se constituent partie civile. Ils utilisent alors les médias pour lancer des appels à l'aide et inciter le public à retrouver sa fille. La détresse de Cécile va susciter un élan de sympathie et de compassion, et l'affaire va prendre une ampleur nationale, mobilisant de nombreuses personnes qui vont placarder des affiches, vont chercher Fiona, vont faire des recherches aussi dans le parc, vont faire des marches blanches. Ils vont faire tout leur possible pour retrouver Fiona et avoir le moindre indice sur cette disparition. Quelques jours plus tard, le 17 mai, une reconstitution est organisée au parc Montjusé en présence de Cécile, son avocat et de la police. L'objectif est donc de mieux comprendre les circonstances de la disparition de Fiona afin que les enquêteurs et les policiers comprennent exactement dans quelles circonstances elle a pu disparaître. Cependant, les enquêteurs restent sceptiques et remettent en question encore une fois la version de Cécile. Ne croyant pas à son récit, ils interrogent toutes les personnes présentes au parc l'après-midi du 12 mai 2013. Et 30 témoignages sont recueillis, mais aucun ne permet de confirmer que Cécile et Fiona s'y trouvaient réellement ce jour-là. Dont 2 témoignages qui disent « on a vu la petite aux alentours de 17h, 17h30 dans le parc ». Ce qui vous arrange pas? Ah, pas du tout, parce qu'en fait, ça a accrédité sa version à elle. Donc les policiers vont être un peu confus puisque certains disent avoir vu Fiona et Cécile, d'autres disent ne pas avoir vu, donc
C'est un peu flou tout ça. Mais le premier indice qui sème le doute chez les policiers est la déclaration de Cécile. Elle affirme s'être assoupie pendant 15 minutes dans l'herbe, mais ses vêtements, qui sont blancs ce jour-là, ne présentent que quelques traces minimes d'herbe et de saleté. De plus, la zone où elle prétend que Fiona jouait et a disparu ne comporte aucun jeu pour enfants, ce qui intrigue un peu les enquêteurs. Qu'est-ce que ferait Fiona dans un parc où il n'y a aucun jeu pour enfants? Il n'y a pas de jeu à proximité. Ça paraissait quand même suspect. Et un autre élément suspect va apparaître lorsqu'ils se rendent à l'école de Fiona. Ils constatent que la fillette a accumulé 42 demi-journées d'absence et qu'elle semblait affaiblie, notamment la semaine précédant sa disparition. Pourtant, aucun signalement n'a été fait aux services sociaux et aucun indice ne laisse penser que Fiona était officiellement reconnue comme une enfant maltraitée. En fait, les policiers, lorsqu'ils ont interrogé les personnes qui travaillaient dans l'école de Fiona, ils ont pu recueillir un témoignage d'une professeure ou d'une personne qui travaillait dans l'école, je sais plus exactement, et elle disait que Fiona avait un teint cadavérique. Et donc ce témoignage va encore plus susciter le doute chez les policiers et les enquêteurs, puisque Fiona semblait plus être une enfant maltraitée et abusée par ses parents qu'une fille qui pouvait être disparue, notamment dans le parc, puisque tous les éléments étaient donc assez confus pour eux. Donc ce témoignage est très important car là, Fiona va être vue comme une enfant plus maltraitée qu'une enfant victime de disparition ou d'un kidnapping. Les policiers et les enquêteurs, ils commencent à mettre tous les éléments ensemble et ils voient qu'il y a quelque chose qui va pas en fait. Donc tous les éléments que je vous ai présentés avant, qu'il n'y ait pas de jeu au parc, que la mère ne soit pas tachée sur ses habits, que les enseignants disent que Fiona était cadavérique, enfin bref, tout ça vont faire douter les policiers sur la version de Cécile. Et en plus, 6 mois avant sa disparition, alors qu'elle séjournait chez son père, Fiona lui confie que Berkham lui a fait mal. Nicolas, son père, va alors confronter l'homme pour obtenir des explications. Et plutôt que de céder à la violence, il frappe un poteau et va se fracturer le tibia. Et malheureusement, ce sera la dernière fois qu'il verra sa fille, car par la suite, Berkham fera tout pour que Fiona le considère comme son père et va même essayer qu'elle l'appelle ainsi. Pour parler justement un peu de Berkham McLough, il a un lourd passé judiciaire. Son casier comporte des faits de violence, de menaces et de vol, notamment lorsqu'il vivait à Nevers avant de s'installer avec Cécile à Clermont-Ferrand. Son comportement oscille entre agressivité et tendresse apparente. Et je vous parle de tendresse apparente puisque Berkham a pu une fois voir que les médias étaient en bas de chez lui et il était épuisé, que les médias viennent constamment en bas de chez lui pour essayer de filmer le moindre fait et geste de lui et de sa famille. Alors il va descendre et demander de ne pas être filmé, mais il va parler aux médias. Et c'est justement lorsqu'il va descendre parler aux médias que cette fameuse tendresse va alors apparaître. Ça fait déjà 3 jours qu'on fait des allers-retours au commissariat, qu'on n'arrête pas. C'est bon maintenant. Maintenant on aimerait quoi? On aimerait avoir la paix un petit peu. Je vous en supplie, arrêtez quand même. On est déjà en train de péter un plomb. Je suis en train de péter un plomb. Nous-mêmes déjà on veut retrouver notre gamine. On sait pas où est notre pépette. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'on n'est pas en train de devenir fou? On est en train de devenir fou déjà dans l'appartement. Alors arrêtez d'être tout le temps là comme... On dirait que vous êtes là, vous pouvez profiter de la misère des gens là. Je les aime, c'est mes anges. Heureusement, il y a eu des gens, ils savent, ils nous voient tout le temps ensemble et tout. Ils leur ont dit mais c'est un père extra. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, il utilise des termes très forts. On ne sait pas où est notre pépette. Je les aime, ce sont mes anges. Enfin, il cherche donc à incarner le rôle d'un père aimant qui aime Cécile et qui aime les 2 enfants de Cécile. Aussi, le passé familial de Berkham est très lourd et marqué par la violence. Maltraité par son frère aîné et son père, il a grandi dans un environnement chaotique. Sa mère, gravement malade, est décédée peu après. Son entourage et ses anciennes compagnes témoignent de son impulsivité et de sa capacité à être violent de manière imprévisible. Et donc pour Berkham, arriver dans la vie de Cécile et s'occuper de ses 2 filles représentait une forme de revanche sur sa propre vie et sur son passé. Puisque en fait avec Cécile et ses 2 filles, il a pu retrouver une certaine forme de famille.
Alors je vous raconte tout ça pour que vous compreniez un peu la psychologie de Berkane, mais en aucun cas je veux vous attendrir avec son passé douloureux ou que son passé pouvait justifier les actes qu'il a commis envers Fiona, pas du tout. Selon moi, le passé de quelqu'un ne justifie en aucun cas les faits et gestes qu'il peut avoir par la suite. Je vous disais précédemment que Berkane cherchait absolument une famille et d'essayer de retrouver un peu ce qui lui a manqué pendant son enfance, mais vous allez voir que c'est loin d'être la famille parfaite, puisque Cécile et Berkane sont tous deux toxicomanes. Cécile consomme de l'héroïne, tandis que Berkane prend un cocktail de substances, incluant du cannabis et d'autres drogues dures. Et malheureusement, Eva et Fiona assistent régulièrement à ces soirées de consommation et très vite les enquêteurs se doutent que le couple leur cache la vérité sur la disparition de Fiona. Une habitante du quartier affirme avoir aperçu la voiture de Cécile sur le parking vers 17h30, remettant ainsi en cause la piste de la disparition dans le parc. C'était tout bonnement impossible de faire le trajet, de constater la disparition et d'aller au commissariat par la suite. Enfin, l'heure était trop rapprochée entre les deux. Le 8 mai, Fiona est aperçue sur des images de vidéosurveillance dans un centre commercial. Elle porte un bandeau sur le haut du front et on en découvrira par la suite qu'en fait, ce bandeau dissimulait un bleu. Mais c'est un témoignage qui va tout bouleverser, celui d'un employé de cinéma. Elle affirme avoir vu une petite fille accompagnée de ses parents, le visage marqué par un important hématome à la tempe, l'air hagard, presque comme un zombie. Et ce seront les dernières images qu'on aura de Fiona vivante dans ce cinéma. L'ordinateur de Cécile est saisi par la suite et les enquêteurs découvrent des recherches effectuées avant le 12 mai, avant la disparition de Fiona. Et sur les recherches, on peut voir la disparition de 2 enfants dans des circonstances très similaires à celles de Fiona. Et ce détail va intriguer fortement la police qui se persuade alors que le couple a préparé la disparition de leur fille et que Fiona n'a jamais disparu dans ce parc. Un autre élément troublant vient d'un appel du médecin de la famille. Il explique que le 10 mai, Cécile et Berkane se sont rendus à son cabinet pour demander un certificat médical de 21 jours pour Fiona, alors que la fillette n'était pas présente lors de ce rendez-vous. Ce document devait justifier son absence à l'école, ce qui est d'autant plus suspect que Fiona manquait régulièrement la classe sans qu'aucun justificatif ne soit fourni auparavant. C'était la première fois que ses parents demandaient un justificatif médical. Mais malgré toutes ces preuves qui s'accumulent, Cécile ne peut pas être immédiatement placée en garde à vue car les policiers savent qu'en raison de sa grossesse, elle serait rapidement libérée. Donc ils préfèrent attendre la naissance de cet enfant, accumuler encore plus de preuves et quelques temps plus tard, elle va accoucher. Autre élément troublant, en juillet 2023, le couple quitte Clermont-Ferrand pour s'installer et déménager à Perpignan, où vivent la mère et le beau-père de Cécile. Un déménagement surprenant alors que la disparition de Fiona est encore non délucidée. Le 24 septembre 2023, la police interpelle Cécile et Berkane à leur domicile. Cécile est couverte de bleu et accuse directement Berkane d'en être responsable. Lors de cet interrogatoire, elle s'en tient à la version de la disparition dans le parc. Sans aveu de sa part ni de Berkane, les autorités sont contraintes de les relâcher. Alors ils espèrent fortement que l'un des deux va avouer la vérité sur la disparition de Fiona. Mais un tournant se produit lorsque Cécile demande à voir son avocat, Gilles-Jean Portejoie. Face à lui, elle avoue avoir menti depuis des mois. Fiona est morte. Donc lors de cette 4e audition, elle livre sa version des faits. Le soir du 11 mai, Fiona était agitée dans sa chambre. Cécile se trouvait dans une autre pièce lorsqu'elle entendait une baffe. Elle accourt et trouve Berkane près de Fiona, l'écarte et constate qu'un bleu est apparu sur le visage de sa fille, dont la zone autour de l'œil commence à gonfler. Elle va soigner Fiona avant de la recoucher. Et c'est là que le lendemain matin, Berkane réveille Cécile, Fiona est froide et ils comprennent alors que Fiona est morte. Berkane va ordonner à Cécile de ne pas appeler la police, il lave le corps de la petite fille, l'enferme dans un sac de sport et le place à l'arrière de la voiture juste à côté d'Eva, la petite sœur de Fiona installée dans son siège bébé. Le couple va donc prendre la direction du parc d'Eida. En chemin, Berkane trouve une pelle près d'une ferme et s'en sert pour creuser une tombe de fortune.
Et lors de l'enterrement, la pelle se casse, un détail qui s'avérera crucial par la suite. Une fois rentrés chez eux, ils élaborent alors une version qu'ils présenteront ensuite à la police. Lors de sa garde à vue, Berkane adopte une attitude extrêmement agressive envers les policiers. Les policiers, pour le pousser à parler, lui affirment que Cécile a déjà tout avoué. Il lui lance alors « Tu te souviens de la pelle cassée ?» Et à ce moment-là, il comprend que Cécile a effectivement parlé et tout avoué aux enquêteurs. Il va alors changer rapidement de version et prétend avoir donné une simple fessée à Fiona. Selon sa version, la fillette aurait vomi au cours de la nuit, puis il l'aurait recouchée avant de la retrouver morte au matin, étouffée dans son propre vomi. Donc pour vérifier ces déclarations, les enquêteurs vont emmener Cécile sur le site où elle affirme avoir enterré Fiona. Mais après plusieurs recherches, aucun corps n'est retrouvé dans ce parc. À l'issue de la garde à vue, Cécile risque jusqu'à 5 ans de prison pour non-assistance en personne en danger, recel de cadavres et dénonciation de crimes imaginaires et modification de scènes de crime. Quant à Berkane, il encourt 30 ans de réclusion criminelle. Après ses aveux, la population se sent trahie puisque quelques mois avant, Cécile supplie en larmes qu'on lui rende sa fille, jouant la mère dévastée par la disparition de sa fille. Elle a donc manipulé le pays entier avec cette disparition. On ne peut pas pardonner, c'est inhumain. De l'avoir enterrée, qu'elle ait été là, qu'elle ait regardé, qu'une maman puisse voilà, garder ça pendant 4 mois. Les personnes qui ont participé activement à la recherche de la petite Fiona se sentent donc extrêmement trahies et vont donc se retourner massivement contre Cécile, l'insultant par exemple lorsqu'elle allait au tribunal, enfin bref, ils étaient écœurés de la situation. Et cette affaire, je sais pas pour vous, mais elle me fait beaucoup penser à l'affaire Daval, où le mari, Jonathan Daval, faisait semblant de pleurer sa femme, de supplier les gens de la retrouver, de l'aider dans la disparition et dans les recherches. Et tout comme Cécile, il a manipulé la France entière alors que c'était lui qui avait tué sa femme. Après les recherches du corps dans le fameux parc, Cécile va ensuite conduire les enquêteurs dans différents sites où reposerait le corps de la petite Fiona, mais aucun corps n'est jamais retrouvé dans les différents endroits où Cécile va amener les enquêteurs. Et certains psychiatres avancent l'hypothèse d'une amnésie liée à la consommation de drogue. Donc pour certains psychiatres, elle aurait tellement pris de drogue qu'elle savait même plus où elle avait enterré le corps de sa fille. Alors que pour d'autres, ils estiment seulement qu'elle simule cet oubli pour éviter la découverte du corps qui pourrait révéler des vérités encore plus terribles. Mais un témoignage va tout bouleverser dans la recherche du corps. Un voisin aurait aperçu Berkane jeter un sac à la poubelle le 11 septembre vers 17h30 et cette hypothèse devient la plus plausible pour les enquêteurs. Fiona aurait été traitée comme un vulgaire déchet et avouer cela aurait considérablement alourdi leur peine, ce qui expliquerait leur silence. Et en fait, ce qui est encore plus plausible pour les policiers, c'est que selon les voisins, Berkane n'allait jamais jeter les ordures aux poubelles et c'était donc la première fois qu'ils le voyaient jeter les poubelles et ça, c'était très suspicieux pour eux. Témoin qui nous dit « Mon voisin ne sort jamais les poubelles et cet après-midi-là, je l'ai vu sortir avec un sac poubelle sur le dos et se diriger vers le conteneur. » Ils nous vendent effectivement quelque chose parce que la réalité, on ne peut pas la dire. Un mois après, les collègues de la PJ, on s'est interrogés, mais on va quand même aller vérifier parce que tous les conteneurs poubelles de l'agglo de Clermont-Ferrand vont dans un centre dans lequel on brûle les sacs poubelles. Et un mois après, c'était impossible d'aller fouiller. Il y avait 10 mètres de sacs poubelles sur 100 mètres. C'est hyper toxique, c'était impossible. Au fil des auditions, l'horreur du calvaire de Fiona se dévoile. Cécile l'a décrit comme un véritable punching ball, roué de coups au point qu'elle devait la maquiller pour masquer tous ses bleus. Lors de son interrogatoire, Berkane modifie sa version des faits, affirmant que Cécile frappait Fiona, mais que lui non. De son côté, Cécile nie toute violence physique, reconnaissant uniquement avoir échoué à protéger sa vie. Donc vraiment, tout au long de l'affaire, Berkane et Cécile vont se renvoyer la balle à chaque fois.
disant que un était violent, l'autre en fait était violent, celle qui l'a frappé, celle qui l'a tué, enfin bref, c'était toujours comme ça. À chaque interrogatoire, ils se lançaient la balle l'un à l'autre et on ne pouvait jamais avoir de version précise de l'histoire. Le 14 novembre 2016, soit 3 ans après les faits, le procès s'ouvre avec l'espoir que la localisation du corps de Fiona soit enfin révélée. Et contre toute attente, Cécile adopte une attitude froide et fermée, tandis que Berkane semble plutôt émotif. Tous deux plaident l'accident et nient toute culpabilité, insistant sur l'absence de preuves. Ils demandent donc l'acquittement. La cour d'assises déclare Cécile coupable des délits mais non du crime. Elle est condamnée à 5 ans de prison, tandis que Berkane écope de 20 ans de réclusion. Ils vont tous les deux faire appel et après un second procès, leur condamnation est confirmée à 20 ans de prison chacun. Mais la Cour de cassation annule le verdict et Cécile, ayant purgé l'intégralité de sa peine initiale, c'est-à-dire 5 ans, est libérée le 20 février 2019 en attente d'un nouveau procès. Et le plus écœurant, c'est que pendant cette année de liberté, Cécile refait sa vie et donne naissance à un nouvel enfant qui va être immédiatement placé à la naissance. Le 1er décembre 2020, un nouveau procès s'ouvre devant la cour d'assises de Lyon. Cécile comparaît alors libre et affiche une indifférence glaçante. Et cette fois, la justice reconnaît son rôle prépondérant dans la mort de Fiona. Elle est donc condamnée à 20 ans de réclusion, tandis que Berkane reçoit 18 ans de réclusion. Également, Cécile est déchue de son autorité parentale, tandis que Berkane conserve ses droits pour l'enfant qu'il a fait avec Cécile, malgré qu'il soit en placement en famille d'accueil. Quant à Eva, la petite sœur de Fiona, elle vit désormais auprès de son père, Nicolas Chafouli. Et malheureusement, 12 ans après, le corps de Fiona n'a jamais été retrouvé. Aujourd'hui encore, ils gardent un lourd secret, l'endroit où repose le corps de la petite Fiona, peut-être pour protéger leurs propres images, pour garder un dernier contrôle sur l'histoire. C'était donc l'affaire Fiona, une affaire tristement célèbre. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à liker cette vidéo et à vous abonner si ça vous a plu. Je vous dis à bientôt, salut!